Bonjour, donc nous sommes réunis aujourd'hui pour une conférence sur le thème du véhicule 3.0, de la chimie fossile à la chimie verte. Pourquoi ce véhicule 3.0? Nous allons partir dans un voyage à travers l'histoire depuis la traction physique, le véhicule 1.0, en passant par l'ère du pétrole, le véhicule 2.0, pour arriver au véhicule électrique, le véhicule 3.0, le véhicule de l'avenir. Donc, pour me présenter, je m'appelle Geoffrey Tourneur. Donc j'ai d'abord fait une classe préparatoire PCSI-PC, puis je suis entré au magistère de physico-chimie moléculaire de l'université Paris-Saclay, en lien entre l'école normale supérieure de Paris-Saclay et l'université Paris-Sud pendant 3 ans. J'y ai effectué 2 stages de recherche, dont un sur la production d'hydrogène de plus de 4 mois. Suite à cela, je me suis spécialisé dans un master 2 de chimie inorganique à l'université Paris-Saclay. Et j'ai effectué un stage de recherche sur la production d'hydrogène par photoélectrocatalyse à l'ISCR, donc à l'université de Rennes, pendant 6 mois, qui aboutit sur une publication de recherche dans le JACS, Journal of the American Chemical Society, et sur un prix de la Société chimique de France. J'ai ensuite suivi un master 2 d'enseignement pour me préparer au concours de l'agrégation, auquel j'étais admissible. Et j'arrive aujourd'hui sur une thèse CIFRE, donc une thèse industrielle, financée par l'entreprise H2X Écosystème, que j'effectue à l'université de Rennes, à l'ISCR, dont le titre est la production massive d'hydrogène à partir d'électrodes imprimées en 3 dimensions. Et je suis également enseignant vacataire donc, à l'université de Rennes. Alors donc pour introduire cette conférence, je vais vous présenter donc le véhicule 1.0, donc la traction physique animale ou humaine. Donc ça, ce sont les mobilités antiques et moyenâgeuses. C'est ce que l'humanité a utilisé pendant plusieurs millénaires, depuis l'invention de la roue. Donc ça, c'est le véhicule 1.0. Alors comment ça fonctionne? C'est vraiment tout bête. On a de l'énergie physique, donc ce qui est fourni donc, par l'animal de traction ou par le corps humain. Et on la transforme en énergie mécanique au prix donc, de sueur, de fatigue et de courbature. Donc évidemment, ce mode de mobilité est peu efficace et surtout peu confortable et assez donc, fatigant. Alors avant de... Donc là, c'est la chimie finalement qui a révolutionné les mobilités et nos vies au même moment, à l'époque de cette fameuse révolution industrielle. Donc, où est la chimie et comment a-t-elle révolutionné les mobilités, nos vies et surtout les mobilités? Donc, pour introduire tout cela, la chimie, donc on la trouve vraiment partout aujourd'hui. Dans la synthèse, donc les produits agroalimentaires, tout ce qui est médicaments, les cosmétiques. On va la trouver dans les hautes technologies, donc l'écran même de cet ordinateur, des quantum dots, des téléviseurs. Dans tout ce qui est extraction et purification, donc on va avoir la séparation des métaux, l'énergie et la mobilité. Donc là, on va avoir justement tout ce qui est essence, pétrole, hydrogène. On va, entre autres, donc aussi les matériaux des systèmes photovoltaïques, les analyses, qualité de l'air, qualité des eaux, dosage de produits, qualité. Le luxe, donc on va voir notamment ici les pierres précieuses, la cristallographie, les matériaux, les pneus, les polymères, toutes les surfaces. Et donc un certain nombre d'entreprises finalement ont révolutionné nos vies. Donc on a donc des entreprises spécialisées, donc, comme je le disais, dans les produits agroalimentaires ou médicaux ou cosmétiques. Certaines se recoupent parfois. Donc les vins de Bordeaux, c'est de l'extraction de plusieurs composés, de la séparation, de phases, et c'est aussi un produit de luxe. On va trouver Total dans l'extraction, vu qu'on sépare les phases du pétrole, mais aussi dans le domaine de l'énergie, vu qu'on utilise le pétrole pour les mobilités, et donc c'est du stockage d'énergie, mais ça on va en reparler plus tard. Donc comme je vous le disais, les écrans, donc notamment les écrans et les quantum dots pour les hautes technologies. Donc finalement la chimie, on la retrouve partout. Aujourd'hui, on va pas s'intéresser à tous ces domaines de la chimie, mais à un seul, donc le domaine de l'énergie. Donc on va voir tout ce qui est au niveau des mobilités, les véhicules électriques. Donc on va voir le stockage de l'énergie par batterie, c'est de la chimie.
dans des hydrocarbures, dans l'hydrogène aussi, donc H2X, qui est l'entreprise justement qui finance ma thèse et qui travaille sur l'hydrogène. Donc, nous allons d'abord étudier la mobilité aujourd'hui via la chimie des combustibles fossiles, les hydrocarbures, comment ça fonctionne, quels sont les problèmes et pourquoi. Le véhicule électrique, le développement des batteries et donc du stockage de l'énergie dans des systèmes électrochimiques. Et donc, après avoir parlé de l'intérêt de l'hydrogène, nous pourrons étudier donc, ce qu'est l'hydrogène vert, l'hydrogène gris, et quels sont les enjeux modernes liés à l'hydrogène. Et une conclusion. Alors, aujourd'hui, la mobilité, donc, ce sont principalement les carburants fossiles, issus du procédé du raffinage, et avec ceci, nous pouvons faire le lien entre la crise climatique et la crise énergétique. Premièrement, qu'est-ce que le pétrole? Le pétrole, c'est ce qu'on appelle en chimie un hydrocarbure. Donc, un hydrocarbure, c'est un composé qui est constitué exclusivement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, c'est une molécule assez simple qui peut être plus ou moins longue. On a plusieurs exemples. On en connaît quelques-uns. Donc il y a tout d'abord ces fameux gaz, le butane et le propane. Le butane, 4 carbones. Le propane, 3 carbones. Ce sont les fameux gaz qu'on trouve dans les bouteilles de cuisson qu'on utilise dans nos cuisines lorsqu'on n'est pas raccordé au réseau urbain. Un autre, c'est 10H22, donc 10 carbones. Donc c'est un des constituants, celui-ci, du kérosène. Alors on ne le connaît pas tous les jours, on ne le voit pas tous les jours, mais il faut savoir que c'est un des constituants du kérosène. Alors on voit une chose. Certains sont plutôt gazeux, les gaz de cuisson, d'autres plutôt liquides. Ce qui va nous... Donc pourquoi? Plus la chaîne carbonée est longue, plus la température d'ébullition de notre hydrocarbure va être élevée. Et alors là, grâce à ça, on obtient un critère de séparation de ces hydrocarbures selon leur température d'ébullition, puisqu'évidemment, ils n'ont pas tous le même usage. On a bien vu, donc, certains servent de gaz de cuisson, d'autres de carburant pour des systèmes embarqués. On ne peut pas les utiliser pour la même chose, il faut les séparer, puisque la nature nous les fournit mélangés. Et on va utiliser pour cela ce qu'on appelle une raffinerie. Donc une raffinerie, donc on a un four à 400 degrés qui donc, va faire entrer en ébullition notre pétrole. Donc globalement, il fait très chaud en bas de la colonne, qui est à 400 degrés, et le haut est à température atmosphérique finalement. Et donc comment cela fonctionne? Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de distillation fractionnée. C'est-à-dire que plus on monte dans la colonne, plus les vapeurs vont se recondenser au fur et à mesure que la température diminue. Et chacune va se recondenser. Donc quand la température d'ébullition du gaz est atteinte, elle va se recondenser. Et on va pouvoir séparer à chaque niveau le pétrole en fractions, qui vont donc être des fractions de longueur de chaîne carbonée. Et chacune a son usage. Et c'est là qu'on se rend compte que le pétrole, finalement, il est vraiment partout, encore plus que là où on l'imagine déjà. Alors, les phases les plus visqueuses et qui ont une température d'ébullition les plus élevées, ce sont le goudron. Le goudron qui tapisse nos routes, typiquement. Ensuite, on va trouver donc, le mazout. Donc le mazout, le fuel, c'est ce qui permet d'alimenter nos chauffages et un certain nombre de cargos qui se déplacent tous les jours sur les océans. Une troisième phase, donc on va voir les huiles ensuite. Le WD-40, cette fameuse huile dégrippante qu'on utilise, constituée à base de pétrole. Le gazole, donc le diesel finalement, qui alimente un certain nombre de véhicules, poids lourds et véhicules individuels. Le kérosène, donc pour les avions, les fusées un peu aussi. L'essence, le sans-plomb, les voitures. Alors on trouve aussi dans cette fraction-là le white spirit, anecdotiquement. Donc le white spirit, c'est aussi un composé issu des hydrocarbures. On a les plastiques ensuite, donc les fameux ballons, les emballages, tous ces objets qu'on trouve dans notre quotidien à peu près partout désormais. Et au sommet de la colonne, on va récupérer, en tête de colonne, les gaz.
Donc on va avoir le butane, le propane, et puis aussi le méthane. Donc le méthane, on y reviendra plus tard sur le méthane. C'est important. Donc on va noter qu'il y a du méthane aussi. On y reviendra plus tard. Ce qui est important ici à voir, c'est ce chiffre qui est apparu. Ce chiffre, donc, ce sont des mégajoules par kilogramme. Autrement dit, autrement dit, un mégajoule, c'est 1000 kilojoules par kilogramme. Un kilojoule, on va dire que c'est une unité d'énergie. Ce n'est pas important de retenir à quoi ça se fait, c'est une unité d'énergie. En fait, cela signifie que dans un kilogramme de sans-plomb, 46 000 kilojoules, 46 mégajoules d'énergie sont stockés. C'est cette énergie qu'on embarque et qu'on va utiliser pour la mobilité. Elle est stockée donc, dans 1 kg, donc par kilogramme de sans-plomb. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a bien un critère de séparation selon la longueur des chaînes carbonées. 1 à 4 carbone pour les gaz, 7 à 8 ici pour le sans-plomb, 10 à 14 sur le kérosène, et on augmente petit à petit le nombre de carbone dans les chaînes d'hydrocarbures au fur et à mesure qu'on descend dans les fractions. Les densités d'énergie massiques, donc c'est bien une densité d'énergie massique, une densité d'énergie par kilo, donc par masse, par unité de masse qu'on récupère, donc sont différentes selon chaque fraction. Par exemple, le diesel a une densité un peu plus élevée que le sans-plomb, d'où son intérêt. Alors comment ça fonctionne? Donc on a cette fois-ci une énergie chimique qui est énergie chimique, vu qu'elle est stockée dans des molécules, des hydrocarbures, qui est carbonée, des chaînes de carbone, donc les hydrocarbures. Que fait-on? Nous en faisons une combustion. Donc, via une réaction avec l'oxygène, on obtient du CO2 et de l'eau. Donc, le CO2 est rejeté. Donc, c'est le sans-plomb, un mélange d'octane, 8 carbone, et d'heptane, 7 carbone. Ici, là, c'est la réaction de leptane la réaction de combustion de leptane que j'ai représentée. En fait, l'énergie, où est-elle stockée ici? Elle est stockée dans les enchaînements carbone-carbone. C'est dans ces enchaînements qu'on stocke l'énergie, en cette énergie de liaison finalement entre les carbones, et c'est en les rompant qu'on récupère l'énergie, et on récupère donc du CO2 également. Donc de l'énergie mécanique et de l'énergie thermique. Alors à quel pourcentage? 30% d'énergie mécanique pour 70% d'énergie thermique dissipée. Donc finalement, le pétrole, ce n'est pas si efficace en termes de rendement dans les moteurs. Et c'est largement optimisé de nos jours. Alors finalement, on pourrait se demander si ce moteur à explosion, c'est pas plus intéressant comme radiateur que comme système de déplacement, puisque finalement, on n'utilise que 30% du pétrole pour se déplacer, le reste, on chauffe l'extérieur. Le système n'est pas optimal finalement pour se déplacer. Alors, aujourd'hui, le pétrole, c'est donc la production d'énergie en 2040, elle est attendue 60% de plus que ce qu'on a besoin en 2010 en termes d'énergie primaire. Pourquoi? Simplement parce que la population va augmenter, et même si nous diminuons, nos besoins énergétiques via de l'optimisation, de nouvelles populations émergentes vont vouloir avoir accès au même confort, et leur usage va donc augmenter, et donc l'énergie va être de plus en plus nécessaire. Alors, donc ce qu'on voit ici, c'est que le pétrole est quand même une source d'énergie primaire importante de nos jours. Et ça, c'est un problème, justement, puisqu'il enlève du CO2. Les émissions mondiales de CO2, donc 13%, c'est les transports. Donc on a quand même un gros enjeu sur les transports. Les transports, c'est quasiment que du pétrole. Le pétrole, on ne va pas le trouver que les transports. Comme je l'ai dit, le pétrole, on en trouve aussi dans le résidentiel, dans le chauffage au fioul. On en trouve aussi dans l'industrie, qui va consommer du pétrole, et dans la production d'électricité, qui est parfois réalisée sur des centrales à pétrole. Mais nous allons nous concentrer aujourd'hui, nous, sur les transports, sur ces 13% d'émissions de CO2 qui ne sont pas du tout négligeables et sur lesquelles nous pouvons agir. Alors, il faut voir une autre chose. Les émissions sont principalement émises par donc, le transport routier et, dans une moindre mesure, par l'aviation civile et la navigation donc des cargos, principalement. Sauf que finalement, quand on regarde le nombre de véhicules, la part de pollution des avions et des cargos est largement disproportionnée vis-à-vis des véhicules. 1,2 milliard de voitures
qui pollue pour 73%, contre environ 26 000 avions, alors dans le monde, la source est l'Union européenne, mais c'est dans le monde, 26 000 avions qui volent, qui représentent 13% de la pollution, et 60 000 cargos qui représentent aussi 13%. Vis-à-vis d'1,2 milliard de voitures, la proportion est largement exagérée finalement. Donc là, on a quand même un autre enjeu à étudier ici. Alors, quelle solution ? La solution, donc, le véhicule électrique, véhicule 3.0. Donc, le véhicule électrique, donc, il utilise un moteur électrique qui transforme l'électricité en énergie mécanique via les forces de la place et des systèmes de rotor et de stator. Première idée pour alimenter ce moteur électrique, puisqu'il faut de l'électricité, c'est d'utiliser une batterie. Les batteries, on sait les faire, et elles génèrent une énergie électrique qui peut alimenter un moteur électrique. Donc, comment stocker l'énergie autrement que dans des chaînes carbonées? Donc, les générateurs électrochimiques, les piles à combustible, et donc une comparaison entre les deux systèmes qu'on va avoir. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une pile? Donc pour présenter la pile, un des premiers modèles de pile, la pile Daniell. 2 électrodes. Un au pôle négatif, ce qu'on va appeler une anode, donc une électrode, on va dire négative, en zinc. Au pôle positif, une cathode, une électrode qu'on va appeler positive, en cuivre. Un pont salin qui permet de garantir la neutralité électrique du milieu, donc d'acheminer les charges pour compenser les évolutions qui vont avoir lieu et que je vais expliquer ensuite, et un milieu électrolytique avec 2 demi-cellules. Alors comment ça fonctionne? Donc, voilà ce qu'on a. Donc, les électrons, comme on le voyait, circulent. Dans un circuit, on a une réaction avec des transferts d'électrons qui vont circuler dans un circuit externe et pouvoir alimenter donc une ampoule, une résistance, un objet. Donc on a une circulation d'électrons, on a de l'électricité. Et on a une évolution de la matière en parallèle. C'est-à-dire que mon électrode de zinc, elle se consomme. Donc elle se transforme en ion Zn2+, et les électrons vont dans le système externe. Ces électrons qui sont dans le système externe vont venir alimenter la cathode de cuivre pour transformer des ions cuprate, disons, en cuivre solide. Et nous avons des ions de chlorure et potassium qui vont circuler dans le pont salin afin d'équilibrer les charges des deux côtés de la pile. Mais alors, quel est le problème de ce système? Alors le problème, il apparaît assez vite ici, c'est que cette électrode, elle se consomme. Et celle-ci, on a une accumulation de cuivre dessus. Alors, si on continue comme ça éternellement, alors les électrons vont circuler jusqu'à temps que la cathode de zinc, l'anode de zinc ait disparu. Elle se ronge. À un moment, on n'a plus de zinc. Donc ce système-là, il n'est pas éternel. Ça, c'est bien son problème. Il a un temps de vie qui est assez court. Premier problème. Ça ne peut pas alimenter un système mobile. Pas assez longtemps. Donc ça, ce qu'on vient de voir, c'est le principe finalement de la pile électrique qu'on connaît, hein, qui a été largement amélioré, on va voir par la suite, mais c'est le principe de la pile électrique, une invention qui est très ancienne, 1836, donc on n'a rien inventé jusque-là. Pour information, le moteur 4 temps, c'était 1898-1900, c'est dans cette époque-là. Et le pétrole avait été découvert bien avant par les Égyptiens qui l'utilisaient comme produit de maquillage. Donc on n'a vraiment rien inventé jusque-là. Alors cette pile Daniell, elle produit une force électromotrice, un courant électrique qui a une tension de 1,1 volt. Donc avec une électrode en cuivre positive, une négative en zinc et un milieu qui a NO3. Voilà. On a ensuite un autre type de pile, la pile Leclanché, 1,5 volts, avec un autre matériau cathodique au pôle positif et un autre électrolyte. Alors ce qui est intéressant ici, c'est cette densité massive d'énergie sur laquelle on était, le pétrole. Nous disions 46 000 kJ par kilogramme. La pile Leclanché est 288.
En termes d'ordre de grandeur, on est quand même très loin de pouvoir assurer une mobilité en stockant aussi peu d'énergie dans un kilogramme. Imaginez le nombre de kilogrammes qu'il faudra embarquer pour arriver à 46 000. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Son problème, c'est ça, c'est NH4Cl, le chlorure d'ammonium. Alors lui, il est corrosif, donc la pile, elle s'abîme. Que fait-on? Eh bien, on fait la même chose, sauf qu'on change le milieu. On aboutit à la pile alcaline. Donc ça, c'est la pile que je vous montrais juste avant, c'est celle qu'on utilise dans nos appareils. 432 kJ par kilogramme. C'est toujours... on est toujours 10 000 fois trop petit. Ça ne va pas. Et après la pile bouton, donc ça c'est une pile qui est beaucoup plus petite et qu'on embarque dans les appareils auditifs typiquement. Donc là on change à peu près tout. On a du lithium, des matériaux soufrés et un autre électrolyte, 3 volts. Et là on est à 1200 kJ. C'est toujours trop petit. Et puis on a toujours ce problème, c'est que cette pile, une fois qu'elle se consomme, elle est finie après. Donc ça c'est les générateurs primaires, la pile électrique. Ça marche une fois. Alors on a après les générateurs secondaires, les accumulateurs. Donc là c'est renversable. Il faut imaginer que cette vidéo que j'ai faite tout à l'heure, on peut la rembobiner et on régénère le matériau. C'est le principe de l'accumulateur. Je lui applique la tension qu'il délivre, c'est-à-dire que je le force à rembobiner en lui appliquant la tension qu'il délivre. Je consomme l'électricité pour le recharger. Donc là c'est renversable, on rembobine la vidéo finalement que j'ai montré tout à l'heure. Alors par contre il faut des matériaux qui permettent de rembobiner la vidéo, parce que celui de tout à l'heure ça ne marche pas. Donc, on va utiliser certains, donc il en existe quelques-uns. Alors, l'accumulateur et la batterie. Une batterie, donc ça c'est une batterie au plomb, qu'on trouve dans les véhicules typiquement. Une invention de 1859, donc on n'a rien inventé toujours. Cette batterie au plomb, c'est une série d'accumulateurs au plomb, c'est-à-dire que chaque stack ici, c'est un accumulateur. Donc on a une série d'accumulateurs branchés, donc des accumulateurs branchés en série, c'est ce qu'on appelle une batterie. Pour faire le lien. Et on a plusieurs de ces accumulateurs, de ces batteries, pardon. Donc les accumulateurs batteries, selon le nombre de stacks. Donc on en a plusieurs. Donc on a le système au plomb, 1859, 2 volts 25, 108 kJ par kilogramme. Autrement dit, toujours trop peu efficace. C'est bien pour allumer les ampoules dans une voiture, typiquement. Nombre de cycles. Parce que cette fois-ci, on est limité en nombre de cycles. C'est-à-dire qu'on peut charger et décharger un certain nombre de fois. Donc il y a toujours une limite finalement, hein. Ça, c'est pas, on s'en affranchit pas totalement. Au lieu d'un cycle, on a 600. Bon, c'est pas mal. Mais c'est pas assez. Nickel-cadmium, 1,2 volts, 126 kJ, toujours pas assez. 1750 cycles, c'est déjà beaucoup mieux en cycle. Et le lithium-ion, ce qu'on utilise aujourd'hui dans les batteries pour les véhicules électriques, 4 volts, 720 kJ par kilogramme, donc on est dans un ordre de grandeur déjà plus élevé, et 2500 cycles. C'est ce qu'on a de mieux, aujourd'hui à proposer, et ça va être difficile de proposer mieux. Bon, 720 kJ, c'est toujours assez faible. Alors l'intérêt de l'hydrogène, il est là justement. Pourquoi l'hydrogène aujourd'hui? Pourquoi s'intéresser à l'hydrogène? Donc le pétrole, c'était 46 000 kJ par kilogramme. Dans un kilogramme, 46 000 kJ d'énergie qui sont stockés. Certes, on n'en utilise que 30%. 30%, donc à peu près 15 000. Avec un gros arrondi. La batterie, 700. 700, alors même avec 100% de rendement, on est quand même avec 15 000 face à 15 000 pour le pétrole qui sont utilisés pour se déplacer. Une barre spéciale K, 10 000 kJ par kilogramme. Heureusement qu'on n'en mange que quelques grammes. Autrement dit, la batterie face au spécial K, voilà. Le bois de chauffage, puisque finalement dans le bois on stocke de l'énergie, vu qu'on relâche cette énergie sous forme thermique pour chauffer des habitats, et ça depuis des siècles, c'est 16 000 kJ par kilogramme d'énergie. Donc finalement autant que ce qu'on utilise dans ce que contient le pétrole. L'hydrogène, 123 000. Dans un kilogramme d'hydrogène, on stocke 123 000 kJ d'énergie. Alors certes, on ne va pas utiliser 123 000, il y a des enjeux de rendement, comme avec le pétrole. Mais même si on n'a que 50% de rendement, on ne peut que faire mieux. Donc voilà l'intérêt de l'hydrogène. Largement supérieur. Alors, comment ça fonctionne cette fois-ci?
Donc on a cette fois-ci ce qu'on va appeler une pile à combustible. Donc une pile à combustible, c'est toujours constitué de 2 électrodes. Donc on a un pôle négatif et un pôle positif toujours. Et on va avoir ici une membrane, et donc ce sont des gaz qui vont venir réagir. Alors, que se passe-t-il? Alors, un peu longue à démarrer celle-là. Voilà, donc 2 électrodes, comme je l'ai séparées par un électrolyte, qui est un matériau qui va bloquer le passage des électrons pour les faire passer dans le circuit externe afin d'alimenter l'ampoule. Donc, on a la bouteille d'hydrogène qui est à l'anode, et donc on va alimenter l'anode finalement en hydrogène gazeux. Cet hydrogène va donc atteindre l'anode, où il va donc se dissocier. Les protons H+, puisque la membrane est perméable aux protons, vont passer la membrane pour atteindre la cathode, et les électrons, eux, vont faire le tour par le circuit extérieur et vont aller allumer l'ampoule. À la cathode de l'oxygène, la cathode est alimentée en oxygène qui va réagir donc avec les électrons et les protons H+, pour former de l'eau. Aucun rejet de CO2. On a un système cette fois-ci qui n'est pas limité en cycle, vu que l'hydrogène est un combustible, on l'apporte, on change la bouteille. Ici, ce qui va limiter, c'est plus la membrane. La membrane, typiquement, va être limitante, via notamment sa perméabilité. Voilà, donc la recombinaison des protons, des électrons et de l'oxygène pour former de l'eau. Et ce système émet un peu de chaleur aussi. Voilà, comme le moteur finalement. Donc ce système fournit bien de l'énergie électrique qui alimente un moteur électrique. Donc un historique, l'électrolyse de l'eau, l'électrolyse c'est l'opération inverse, c'est ce qui permet de produire l'hydrogène. C'est-à-dire que la tension qui est émise par cette pile à combustible, je vais pouvoir l'appliquer sur de l'eau, et en appliquant cette tension sur de l'eau, je vais pouvoir faire le water splitting, la séparation de l'eau, et donc c'est pareil. Donc ça c'est 1839. 1930, le premier modèle de pile à combustible. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes connaissances qu'aujourd'hui, donc ça n'a pas été forcément retenu et développé vis-à-vis du pétrole. Qui était la distillation, notamment, vous savez, distiller de l'alcool typiquement, donc c'était beaucoup plus abordable que les transferts d'électrons. Il faut voir que l'électron, on ne savait pas ce que c'était avant 1898. Donc on étudiait des choses sans savoir ce qu'était un électron. Donc forcément, c'était difficile de mettre en place ces systèmes. 1960, le premier modèle viable de pile à combustible pour le domaine spatial qui s'y est intéressé, justement, à cause de cette densité d'énergie qui était gigantesque. Et depuis, ça s'est beaucoup plus développé. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, maintenant, j'ai de l'énergie chimique décarbonée. L'énergie chimique est décarbonée, elle est stockée dans une batterie ou dans de l'hydrogène. Donc là, on est sur la batterie, sur ce schéma-là. On va être sur la batterie. Donc, dans les matériaux de la batterie, matériaux anodiques et cathodiques, finalement, c'est eux qui vont stocker l'énergie et la rétribuer. Donc, on a un rendement de 90% à la décharge de la batterie lithium-ion, à peu près, en énergie électrique. Bon, les 10% restants, c'est l'énergie thermique, qui est dissipée. Et un rendement, alors, pardonnez-moi, 100% ici, l'énergie électrique, on considère que le moteur électrique a un rendement de 100% entre l'énergie électrique et l'énergie mécanique. Donc finalement, ici, la déperdition est assez faible. Et à la recharge, donc via le processus d'électrolyse, qui permet de rembobiner la réaction de décharge, on a là aussi un rendement de 90%, donc avec une perte thermique. 0,9 fois 0,9, ça fait 0,81, on a un rendement global de 81% entre l'énergie électrique consommée et l'énergie mécanique obtenue. C'est pas mal, sauf que c'est 700 kJ par kilogramme. L'hydrogène, le rendement est plus faible. Donc 70% pour la production via le processus d'électrolyse, donc la production de l'hydrogène dans un électrolyseur et la compression, vu qu'on stocke l'hydrogène sous forme gazeuse compressée, parce qu'un kilogramme d'hydrogène, ça occupe un volume extrêmement grand. Donc c'est pas stockable dans un réservoir, il faut le compresser. L'énergie chimique décarbonée qui est obtenue donc, sous forme d'hydrogène et de l'énergie thermique pour ce qui n'est pas utilisé. La pile à combustible qui réalise la décharge,
donc alimenté en hydrogène, rendement de 70%, pareil en énergie électrique à peu près, et l'énergie thermique. Et derrière, le moteur électrique, toujours, qui transforme cette énergie électrique en énergie mécanique. 0,7 fois 0,7, ça fait 0,49, on a à peu près 49% de rendement. Alors maintenant, mais par rapport à 123 000 kJ par kilogramme. Donc, il faut relativiser tout ça. Donc, si on compare les systèmes, donc je suis parti ici, en fait, je suis parti de la fin pour construire ce diagramme. Je veux obtenir 100 MJ d'énergie mécanique. Ça, c'est ce que je veux obtenir, et je cherche à les obtenir avec tous les systèmes possibles. Bon, le rendement du moteur électrique, c'est 100%. Donc, il me faut, si j'utilise un système électrique, 100 MJ d'énergie électrique. Ça correspond à 27,7 kWh d'électricité. Avec un rendement de 70% de H2 et 90% de lithium-ion à décharge, il me faudrait, en tenant compte des densités massiques d'énergie, il me faudrait 158 kg de lithium-ion contre 1,15 kg d'hydrogène, ou soit 27 litres. 158 kg. 1,15. Et à la recharge, donc les processus d'électrolyse, avec les rendements obtenus, donc je pars de 203 MJ d'hydrogène, 123 de lithium-ion, soit 56 kWh d'électricité consommée pour obtenir 1,15 kg d'hydrogène qui permet 100 MJ d'énergie mécanique, 34 kWh d'énergie consommée électrique pour charger une batterie lithium-ion, 258 kg, qui me donnera 100 MJ d'énergie. Vis-à-vis du pétrole qui rendement de 30%, ça revient à 7 kg de pétrole, soit 10,2 litres. 10,2 litres, donc vous voyez la quantité d'énergie de pétrole qu'on utilise pour en faire pas grand-chose. Le rendement global du pétrole, 30%, lithium-ion, 81%, et l'hydrogène, 49%. Donc voilà ce qu'on peut retenir. Au prix d'une consommation d'électricité qui est donc 20, qui est donc 1,6 fois à peu près, 1,67 fois plus grande, on obtient un système qui est beaucoup plus léger à transporter, puisque ce qu'il faut voir, c'est que ce poids que j'embarque, ces 158 kg que je vais embarquer pour faire 100 MJ d'énergie mécanique, et ben eux aussi, il faut les déplacer. Donc c'est-à-dire qu'il me faut encore plus d'énergie finalement pour déplacer ces kilos-là, que j'ai, ces 157 kg que j'ai en plus, il faut aussi que je les déplace. Donc il va aussi falloir que je produise de l'énergie pour les déplacer eux. C'est un problème sans fin. D'où l'intérêt de l'hydrogène. L'intérêt de l'hydrogène, c'est ça, c'est qu'en embarquant seulement 1,15 kg, j'obtiens 100 MJ et qui sert à déplacer la masse de la voiture et pas la masse de la batterie. Une voiture et un véhicule électrique aujourd'hui, c'est 500 kg de batterie. 500 kg de batterie dans le véhicule. Ce qui est contre les 7 kg finalement de pétrole qu'on met pour avoir 100 MJ par exemple. C'est gigantesque. Alors, pour comparer les systèmes, donc la batterie lithium, son avantage, c'est son rendement élevé, très élevé. L'absence de combustible, on change la batterie, on la recharge, et puis quand elle est morte, on en met une autre. Et puis les rejets, il n'y a pas de rejet atmosphérique. Des avantages, la densité d'énergie est très faible, on stocke très peu d'énergie dans un kilogramme, donc il faut beaucoup de kilogrammes. Le lithium, c'est un élément qui est quand même assez rare et assez cher, on est assez localisé géographiquement sur Terre, donc au niveau des approvisionnements, c'est pas forcément sécurisé. L'autonomie donc est faible du fait de la densité d'énergie faible, il faut embarquer des kilos, beaucoup de kilos pour se déplacer, donc l'autonomie est assez faible, 300 km. On a aussi un problème d'infrastructure vis-à-vis de la charge. La charge est très longue, puisque il faut répartir l'intensité sur le réseau électrique domestique pour charger les véhicules. Donc il faut diviser l'intensité appliquée à chaque véhicule. Et plus on met de véhicules, plus on divise l'intensité sur chacun pour garder le réseau stable. Le problème, c'est que l'intensité, c'est la cinétique de la charge. Plus l'intensité est élevée, plus on charge vite. Et donc forcément si je dois appliquer une intensité plus faible, et bien je charge moins vite mon véhicule. Donc les temps de charge avec si peu de véhicules électriques, de véhicules à batterie aujourd'hui, sont déjà supérieurs à 8 heures. Il faut imaginer ce que ce serait si on généralisait cela avec des millions de véhicules. Il y a la dépollution et l'extraction des batteries, qui est aussi un vrai problème, avec des systèmes complexes, très difficiles à séparer. Et on a la limite du nombre de cycles, donc qui va limiter sur le nombre de kilomètres que le véhicule va pouvoir parcourir finalement. L'hydrogène. Donc l'avantage, on dit souvent qu'il faut beaucoup d'infrastructures pour l'hydrogène. C'est personnel, mais je ne suis pas si d'accord avec ça. Puisque finalement, on peut
installer des électrolyseurs sur un réseau électrique qui est différent du réseau domestique, et ensuite récupérer le gaz et fonctionner comme les raffineries qui vendent du pétrole finalement. Donc finalement c'est un système qu'on connaît assez. En plus on peut cet hydrogène le transporter par pipeline, c'est prouvé, les pipelines existent, de gaz naturel ils existent et ce sont des choses qui sont maîtrisées. Donc finalement l'infrastructure elle est connue en fait. La recharge est rapide, on change la capsule ou alors on charge directement avec du gaz pressurisé comme à la pompe, 5 minutes. L'autonomie avec 1 kg d'hydrogène peut être extrême, selon le poids du véhicule bien sûr, peut être extrêmement grande, on peut aller jusqu'à 800 km. On ne rejette que de l'eau, donc pareil, pas de rejet. La densité d'énergie est gigantesque et la ressource est abondante, puisque l'hydrogène on le tire de l'eau, et l'eau on en a partout, donc on peut utiliser divers types d'eau, des eaux usées, de l'eau de mer, de l'eau potable, on peut vraiment on peut utiliser, et puis on reproduit de l'eau, c'est ça qui intéresse, un cercle vertueux qui va de l'eau à l'eau. Les désavantages, donc c'est la production justement qui aujourd'hui n'est pas verte parce qu'elle n'est pas réalisée à partir de l'électrolyse, production grise vu qu'elle est réalisée à partir de pétrole, mais ça on en parlera plus tard. Et les rendements qui sont faibles finalement, les rendements sont de 49%, mais bon ça c'est améliorable avec la technologie. Et donc la durabilité là aussi des piles à combustible, alors les retours sont pas si importants sur ce sujet puisque les véhicules à hydrogène sont plus récents que les véhicules à batterie, donc les retours d'expérience sont moins nombreux, mais la durabilité est un peu plus faible finalement. Après, donc le défaut de ces systèmes, c'est qu'ils sont encore chers. Une voiture à hydrogène aujourd'hui, ça coûte encore 79 000 € chez Toyota et plusieurs dizaines de milliers d'euros, j'ai plus l'ordre de grandeur, pour les batteries lithium. Et on va expliquer pourquoi justement l'hydrogène coûte si cher et comment justement casser les coûts à ce sujet. Alors, donc justement, suite à la crise du coronavirus, des plans de relance ont été mis en place, et notamment sur l'hydrogène qui a été déterminé comme un enjeu européen et français de premier plan. La France souhaite rejoindre aujourd'hui le club des pays qui investissent massivement dans l'hydrogène, qui sont aujourd'hui des pays asiatiques qui ont déjà de l'avance, le Japon, la Corée, la Chine. L'Allemagne aussi a fait le choix d'investir dans l'hydrogène en Europe. Donc l'idée de l'hydrogène, c'est de partir de clusters finalement. Donc imaginons que ce soit la carte de l'Europe sur un carré. C'est de partir, ça c'est le plan européen. Donc de partir de clusters d'hydrogène, l'hydrogène donc qui servira d'abord à l'industrie chimique. Il faut savoir que l'hydrogène c'est un réactif chimique aussi qui sert à la synthèse de l'ammoniac, de l'engrais. L'ammoniac, la molécule NH3, vous prenez du diazote N2, vous additionnez 2 molécules d'hydrogène H2 et vous obtenez NH3, l'ammoniac, qui est la base des engrais. Et donc ça, aujourd'hui, on utilise de l'hydrogène pour faire ça. Donc l'idée, ce serait d'avoir des électrolyseurs dans ces industries chimiques qui produisent leur hydrogène vert et écologique et qui puissent ensuite l'utiliser pour leur industrie. En même temps, elle pourrait alimenter des bus à hydrogène sur des rayons limités et une mobilité locale donc, pour leurs camions qui vont ensuite fournir cet engrais. Donc ça pourrait partir de là, en fait, ces électrolyseurs, sur des projets de collectivité. Donc, au niveau de l'Europe et de la France, on finance globalement d'abord des électrolyseurs. La France a investi 2 milliards d'euros dans le plan de relance de 100 milliards d'euros de septembre 2020. Ces clusters, donc là on est en 2020, ils vont grandir. Donc l'industrie chimique, puis la mobilité régionale, les poids lourds ensuite, alimenter les poids lourds, qui sont quand même un gros enjeu du fret, et commencer sur le stockage d'électricité, puisque à partir donc déjà de 2025, en fait, le stockage d'électricité, pourquoi petit à petit, on va devoir passer à des sources d'énergie vertes. On va aussi expliquer pourquoi ensuite. Ces sources d'énergie vertes, elles sont intermittentes. Une centrale nucléaire, ça se pilote. On peut imposer la puissance de production électrique pour pallier la demande en fonction du moment de la journée, du moment de l'année, si on est en hiver, en été, parce qu'on chauffe en hiver les maisons, donc il faut plus d'électricité, et on augmente la puissance. Donc on peut suivre la courbe de la demande. Avec le solaire et l'éolien, ce n'est plus possible. On produit quand il y a du soleil ou quand il y a du vent, et quand il n'y en a pas, on produit moins. Donc automatiquement, il faut stocker cette électricité. On peut brancher un électrolyseur sur notre source verte, stocker temporairement l'énergie sous forme d'hydrogène, et puis la relâcher sous forme électrique, et au lieu d'alimenter les mobilités, elle va pouvoir alimenter les systèmes électriques finalement. C'est une possibilité. Donc ça, c'est ce que l'UE prévoit à partir de 2025, de commencer à développer cet usage-là, après avoir déjà développé vraiment l'industrie chimique
et les mobilités, sur des clusters qui seront déjà à une échelle régionale. Et en même temps, on commence à financer des pipelines, à réutiliser les pipelines actuels et en financer des nouveaux entre les clusters pour permettre des échanges d'hydrogène. Avec les collectivités comme premier échelon pour gestion, évidemment, à ce niveau-là. Et donc, petit à petit, donc ces clusters grandissent, les pipelines se développent, et on arrive en 2050 à le but, c'est d'arriver à une Europe hydrogène en 2050. Voilà. Ça, c'est le plan de l'Europe. D'autres objectifs sont définis. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, l'hydrogène, c'est 2000 emplois en France. On s'attend à 100 000 emplois d'ici 2030. C'est 45 000 tonnes de H2 d'hydrogène écologique vert, on va expliquer le terme après, aujourd'hui. 700 000 en 2030, le but. 400 véhicules aujourd'hui pour 300 000 en 2030, c'est des objectifs bien sûr. 2 bateaux pour 1000 bateaux, 40 stations de recharge pour 1000 stations. Et un prix d'ici 2030 de l'hydrogène vert face à l'hydrogène gris, donc je vais revenir tout de suite dessus, à 10 € du kilo, contre aujourd'hui qui doit revenir à 2 € d'ici 2030. Ça, ce sont les objectifs. Alors, comment obtenir l'hydrogène? Voilà, c'est bien le problème de ces fameux hydrogènes vert et gris dont je parle. Comment obtenir l'hydrogène? Voilà. Plusieurs façons. Donc, nous parlons du méthane dans la raffinerie. Et bien ce méthane, je peux le vaporoformer. C'est-à-dire que je vais séparer ces atomes d'hydrogène. Méthane, CH4, un atome de carbone, 4 d'hydrogène autour. Je vais séparer les atomes d'hydrogène, je vais produire du CO2. C'est ce qu'on fait dans les raffineries pour produire de l'hydrogène aujourd'hui. 96% de la production actuelle qui sert notamment à l'industrie chimique pour produire de l'ammoniac, typiquement. Ou désulfurer des raffineries. Et ça produit H2S. Deuxième usage, donc l'hydrogène bleu, donc alors toujours issu du vaporoformage, mais en capturant le CO2 en tête de vaporoformage, ou alors avec de l'électrolyse de l'eau, mais qui est alimentée par une source d'énergie non renouvelable. En fait, pour que l'hydrogène soit intéressant, il faut le produire avec une source d'énergie verte, une source d'énergie qui soit renouvelable. L'hydrogène, une source d'énergie non renouvelable, donc on va par exemple prendre une centrale à carbone, une centrale à charbon par exemple, pardon, qui va être donc qui là c'est des genres d'hydrogène bleu. On électrolyse de l'eau, mais la source d'énergie n'est pas propre. Une nouvelle couleur émerge, hydrogène jaune pour le nucléaire, qui est à cheval entre le carboné et le vert. Turquoise, hydrogène produit à partir de la biomasse. Le méthane, toujours. Et ben, le méthane, l'agriculture en émet beaucoup. Si elle peut l'utiliser, plutôt que de le jeter, si elle peut produire de l'hydrogène avec, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'hydrogène turquoise, par source biologique. Et l'hydrogène vert, donc ça, c'est celui qui est alimenté par les sources d'énergie renouvelables, justement. Celui dont je parle, c'est celui dont on veut passer de 45 000 tonnes en 2020 à 700 000 en 2030 par an. Donc aujourd'hui, c'est 4%. À peu près. Le but, c'est d'inverser la tendance. Puisque, évidemment, en travaillant l'hydrogène gris, on ne déplace pas le problème, puisqu'on travaille avec du pétrole, toujours. Donc le problème est toujours le même, finalement. Le but, c'est d'arriver sur l'hydrogène vert. Alors, comment on fait? Quels sont les problèmes, là, donc? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on électrolyse, finalement, de l'eau. Donc, la pile à combustible, la tension théorique, c'est 1,23 volts. Si j'applique ce 1,23 volts, que je l'impose à mon milieu, à mon eau, finalement, je vais pouvoir faire la réaction inverse, donc je vais pouvoir casser la molécule d'eau en hydrogène plus de l'oxygène. Cet hydrogène, donc je le récupère, je le compresse. Aujourd'hui, il est transporté par un air liquide à 200 bars, donc on sait compresser de l'hydrogène et le transporter. Nous, aujourd'hui, pour les mobilités, on va plutôt le compresser à 350 bars, voire 700 bars. Voilà. Alors le problème, un des problèmes, c'est les matériaux, justement, pour faire cette électrolyse. Les électrolyseurs utilisent des électrodes qui sont à base de palladium et de platine. Alors c'est très bien le palladium et le platine, parce que vous voyez, en fait, ils sont au sommet de ces graphiques, parce que ce sont les métaux les plus efficaces. Alors c'est super parce que ça résiste à tout, à la corrosion, ça a une cinétique de production extrêmement forte. Le platine et le palladium, c'est vraiment optimal là-dessus. Sauf qu'on a un gros problème avec le platine et le palladium. C'est très cher. Ça coûte 25 000 € par kilo, et c'est très peu abondant sur Terre. Donc c'est bien à petite échelle, pour développer, c'est pas possible. C'est pour ça que ça coûte, c'est entre autres pour ça que l'hydrogène vert aujourd'hui coûte si cher, 10 € du kilo, contre l'hydrogène gris qui est à 2 € du kilo, et il faudrait revenir à ce prix-là, et on estime qu'en 2030, on peut rendre l'hydrogène vert compétitif face à l'hydrogène gris.
C'est ce qu'estime l'Europe aujourd'hui. À côté, on a le nickel, 11 000 € la tonne, pas le kilo, et lui qui est abondant, mais moins efficace. Voilà, il est moins efficace. Donc c'est un compromis finalement qu'il faut rechercher, là aussi pour faire baisser le prix à la fois de l'hydrogène et puis derrière des véhicules, puisque les piles à combustible, elles utilisent aussi ces métaux. Donc là aussi, il y a du travail. Alors, il y a des travaux qui sont menés aussi, donc via des catalyseurs. Donc, on a plusieurs systèmes d'électrolyse en milieu acide, en milieu basique, avec des électrodes, des électrodes homogènes ou des électrodes qui sont fonctionnalisées avec des catalyseurs. Donc, dans le cadre de travaux, on peut chercher à faire de la chimie verte aussi. Donc, le but, c'est de ne pas produire de déchets quand on synthétise le catalyseur, là, par exemple, d'utiliser des produits chimiques qui sont plus sûrs, avec des méthodes sûres, et souvent plus propres. Donc, typiquement, les batteries, c'est pas tellement adapté à tout ça. Le but, ça va être de consommer moins d'énergie, pareil, donc d'augmenter finalement. Le but, c'est de travailler justement sur ce qu'on appelle la surtension, puisque je parlais d'1,23 volts, mais en réalité, il y a une surtension qui est liée au matériau à apporter, pour atteindre une intensité suffisante, pour la intensité étant la cinétique de production. Et cette surtension dépend des matériaux, alors elle est très bien sur le platine, mais sur le nickel, c'est justement là qu'elle est moins bien en fait. Donc on travaille justement là-dessus, donc consommer moins d'énergie, c'est diminuer les surtensions pour avoir moins d'apport, pour avoir moins de puissance à apporter dans l'électrolyseur finalement. Et justement là, donc on parle d'utiliser catalyse quand on fait des systèmes avec catalyseur. Alors justement, dans le cadre de travaux que j'ai pu mener avec l'Institut des sciences chimiques de Rennes en laboratoire en Master 2, nous étudions un catalyseur qui est un polyoxothioumétallate. Alors c'est un gros mot, c'est ce qu'on appelle un POM. Donc globalement, polyoxo à cause justement de tous ces atomes d'oxygène, on peut dire, et métallate à cause donc c'est le tungstène, et thio, c'est le molybdène soufre. Donc globalement, ce catalyseur, il est synthétisé dans le cadre d'une ANR qui s'appelle Calcocat, entre l'Institut Lavoisier de Versailles avec Emmanuel Cadot et Bruno Fabre à l'Institut des sciences chimiques de Rennes, et Dong Fu et moi-même en tant qu'étudiant. Et ce catalyseur, nous le déposions sur des surfaces de silicium. Donc j'ai dit que les électrolyseurs, il y avait l'électrolyse en opposant un courant électrique en milieu acide, en milieu basique, avec un système solide aussi, mais on a aussi ce qu'on va voir là. Donc nous, ce qu'on faisait, c'était de la photoélectrocatalyse, donc ce que je disais en introduction. Et alors ça, donc on branche directement, on a un système solaire qui vient activer la réaction. Et donc ça, c'est un photoélectrocatalyseur finalement. Donc on utilisait pour ça une surface de silicium. Donc ça ressemble globalement à cet objet. Donc ça, c'était une électrode typique qu'on utilisait. L'intérêt du silicium, donc là, vous voyez, ça fait 1 cm² la surface à peu près. L'intérêt du silicium, c'est que il absorbe quasiment toute l'intensité lumineuse du soleil, en fait. C'est pour ça qu'on utilise dans les panneaux solaires, c'est son intérêt. Et ce qu'on faisait, donc, c'est qu'on le structurait sous forme de micro-pyramides via un traitement chimique. Et l'idée, c'était que les rayons solaires puissent être réfléchis de pyramide en pyramide pour diminuer, finalement, puisque si on a une surface plane, les rayons sont réfléchis, ils ne servent qu'une fois et on en perd. Alors que si on les réfléchit sur les pyramides de l'une à l'autre, on récupère plus de la lumière solaire. Et donc l'idée, c'était de fixer ce catalyseur qui venait catalyser la production d'hydrogène sur ces surfaces qui, elles, recevaient la lumière, les photons. Et on arrivait donc à ce genre de représentation artistique. Donc on avait le catalyseur qui active la réaction qui produisait de l'hydrogène et la lumière solaire qui se répercutait, qui venait activer le silicium, qui donc, via un transfert électronique, le silicium qui est un semi-conducteur, venait transférer les électrons au catalyseur qui lui faisait la réaction de transfert d'électrons pour produire l'hydrogène. Ça, c'était l'objectif dans cette ANR. Donc voilà, donc ça, c'était là, le but, c'est de faire des cellules photoélectrochimiques finalement, en plus des autres cellules dont j'ai parlé. Donc finalement, l'hydrogène, pour conclure sur l'hydrogène, donc là, on est plus sur quelque chose qui est en lien avec ma thèse ici, et qui va être sur des... donc on travaille par exemple avec de l'eau, qui peut être même de l'eau usée, hein, et là, on n'est pas sur du photoélectrochimique, on est vraiment sur imposer un courant électrique à l'électrolyseur. Donc il n'y a pas de photoélectrochimie ici dans cette partie-là. Donc là, on a donc finalement
Donc on a le système électrique finalement avec des sources d'énergie verte qui vont alimenter, qui peuvent soit alimenter donc, via une production intermittente des bâtiments, des industries, des collectivités, divers systèmes qu'on rencontre. Cette énergie peut aussi servir à alimenter un électrolyseur quand il y a un trop-plein, ou l'alimenter tout court pour des mobilités, qu'on stocke, qu'on peut restituer quand il n'y a plus assez de production électrique, qu'on peut aussi distribuer pour les mobilités, donc aux particuliers, véhicules, bateaux de plaisance, aux transports publics, des vélos électriques, des bus, des véhicules en autopartage, des trains, des transporteurs, les cargos, qui pourraient être chargés au port. C'est un enjeu en Bretagne, les ports, justement, vis-à-vis de l'hydrogène, un gros enjeu. Identifier les transports donc, routiers. L'oxygène peut servir pour traiter les eaux usées. Et donc, on peut aussi l'utiliser comme réactif dans l'industrie. Et finalement, donc on a toujours l'intermodalité, les systèmes qui viennent se compenser entre eux. Et donc, on peut aboutir à des nouveaux écosystèmes territoriaux grâce à ça. Donc ça, c'est le projet d'H2X, typiquement, qui finance la thèse que je réalise sur la production d'hydrogène aujourd'hui. Pour reprendre sur l'historique, justement, des mobilités, pour clore la conférence. Donc, premier véhicule, le véhicule 1.0, donc c'est le cheval, typiquement. Jusqu'à l'invention de la roue, au moins 4500, où la charrette et les carrosses ont pu commencer à se développer. Donc, première innovation, finalement. Donc, moins 6000, c'est le pétrole en Égypte, comme lotion pour la peau. C'est étrange, on n'aurait pas ce genre d'idée aujourd'hui, finalement. L'électrolyse de l'eau, finalement, c'est récent. La batterie au plomb, la pile à combustible. Donc finalement, en fait, les systèmes étaient tous à peu près connus, sauf qu'on ne les maîtrisait pas assez en 1900 pour faire la transition entre le véhicule 1.0 et 2.0 avec le pétrole. C'est le pétrole qui a été retenu parce que c'était celui qu'on maîtrisait le mieux finalement. Et la transition ne s'est pas faite en un jour. Il faut voir quand même que le véhicule à essence, véhicule pour tout le monde, c'est généralisé dans les années 50. Avant que tout le monde en ait un. Donc il y a quand même eu c'est vraiment le moment où ça commençait à monter en puissance, mais ça a mis du temps. Alors je dirais pas qu'en 2020, pour passer au véhicule 3.0, maintenant qu'on comprend vraiment les transferts chimiques, les transferts d'électrons et les transferts électrochimiques, je vais pas dire que ça va nous prendre encore 50 ans, mais c'est vrai que ça se fera pas en 1 an ou 2 ans. Le plan de l'UE, il est au moins sur 20 ans. Donc la transition va se rendre plus rapide, puisqu'on connaît mieux les systèmes, mais elle se fera. Et donc ce véhicule 3.0, c'est le moteur électrique alimenté par une batterie lithium-ion et l'hydrogène, ou l'hydrogène, plutôt l'hydrogène d'ailleurs je pense, ou un tandem entre les deux. Et pour se passer donc de la pétrochimie, qui nous fait défaut aujourd'hui vis-à-vis donc, de notre crise climatique. Donc finalement on voit que tout est lié, le stockage de l'énergie, la crise climatique, les mobilités et la chimie, tout ça ce n'est qu'une seule problématique qu'on peut résumer ici en fait. Alors je voudrais remercier donc le Diapason qui m'accueille ici pour cette conférence qui devait se tenir normalement en présentiel. Le service culturel de l'Université de Rennes, donc Mario de Lefebvre, Guillaume Julien, Mathieu Maupilet, donc pour leur attention et l'organisation de la conférence. Julien Durand, donc pour le tournage de la conférence justement. Le groupe de travail de diffusion scientifique de l'ISCR, composé de Ludovic Paquin, Béatrice Mailly, Nathalie Bellec, Antoine Vacher et moi-même, qui avons travaillé sur cette conférence dans le cadre des heures de formation de ma thèse, remercier l'école doctorale 3e également. Également l'ISCR, mon directeur de thèse, Bruno Fabre, et l'entreprise H2X Ecosystem qui finance ma thèse, donc Loïc Perrin, mon encadrant, et Stéphane Paul, son président. Et SLS donc, qui m'accueille, SLS France à Saint-Jacques, et remercier donc également l'ANR pour les travaux Calco4 qui ont été présentés justement ici, dans le cadre du stage que j'avais effectué en Master 2 à l'Université de Rennes. Merci de votre attention.